Bonjour à tous. Je suis Estelle Carciofi, chargée de médiation scientifique au CIRED. C'est le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Donc, on vous souhaite la bienvenue. On vous remercie de vous être inscrit au webinaire. Je rappelle le titre. C'est Marche, vélo, les gains sanitaires et économiques du développement des transports actifs en France. Donc, le but, c'est de vous présenter les résultats d'un article scientifique qui a été publié cet été et qui se base sur le scénario de transition bas carbone décrit en 2021 par l'association Negawatt. Donc, sachez que les liens vers cet article, vers un article de vulgarisation de ces résultats dans The Conversation, vers un article qui est paru dans Le Monde, ainsi que les diapos que vous allez voir et enfin le replay de ce webinaire et plus largement tout ce qui concerne ce papier, seront diffusés via, entre autres, le site Internet. Je vous remettrai dans le chat le lien. Donc ça, c'est pour la première partie. Et donc, ceux qui vont prendre la parole aujourd'hui sont 3 des 5 auteurs de l'article scientifique mentionné. Alors, il s'agit de Kevin Jean, qui est chercheur au CNAM, Philippe Quirion, chercheur au CNRS, et Audrey Denazel, chercheuse à l'Imperial College London. Le webinaire durera 1 heure et se déroulera en 2 temps. La première partie d'une trentaine de minutes, ce sera celle pendant laquelle ces 3 chercheurs vous présenteront une synthèse des effets des transports sur la santé, les principaux résultats de l'étude qu'ils ont réalisée, et pour finir, ils feront une mise en perspective avec les évaluations sanitaires de politique de développement des transports actifs à l'international. Ça, c'est pour la première partie, et pour la seconde, ce sera une phase de questions-réponses. Et comme vous êtes nombreux, on vous invite à poser vos questions au fil de l'eau par écrit dans le chat. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à Kevin. Ok, merci beaucoup Estelle pour cette introduction. Alors, je partage mon écran, vous l'avez là, vous voyez bien. Est-ce que quelqu'un peut me faire oui? Très bien. Ouais, c'est bon, merci. Donc, voilà, comme Estelle l'a dit, on voulait présenter aujourd'hui les résultats d'un article de recherche qui est paru en juillet dernier. Je voudrais commencer par remercier également Pierre Barban, dont ce travail a fait l'objet du stage de master, et Stéphane Châtelain pour l'association Negawatt qui a mis à disposition les données, qui nous a permis un peu de mieux les comprendre. Et donc, l'idée, c'est de présenter un petit peu ces résultats. Le cadrage, en gros, c'est que récemment, dans les derniers mois, on a vu en France et à l'international un regain autour des questions qui concernaient les transports actifs et leur rôle dans la mobilité. Et le constat, c'est que les discussions autour des transports actifs, elles tournent quand même elles sont essentiellement cadrées autour de leurs bienfaits sur le plan climatique. Donc, les transports actifs émettent moins de CO2 et donc ça fait partie d'une stratégie bas carbone, ou également de leur rôle dans la souveraineté énergétique. Donc, à l'occasion de la crise énergétique qu'on vit en Europe depuis quelques mois, le vélo et sa non-consommation d'énergie est apparu comme un moyen extrêmement résilient pour la mobilité. Et donc, beaucoup des débats qu'on a vus ces dernières semaines ou ces derniers mois ont tourné sur ces deux aspects des transports actifs. Et en fait, ces deux aspects, bien que très pertinents, ils occultent une troisième classe de bénéfices des transports actifs que sont les bénéfices en santé. Et c'est ce qu'on voulait mettre en avant au travers de cette étude. Les bénéfices en santé, c'est quelque chose d'extrêmement important, surtout dans un pays comme la France et dans beaucoup de pays développés, parce que dans nos pays, on a un très gros fardeau qui est celui de l'inactivité physique. En février 2002, donc l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, publie un rapport sur le manque d'activité physique dans la population française et chiffrait que 95% de la population française adulte était exposée à un risque de détérioration de la santé par manque d'activité physique ou par un temps trop long passé assis. Donc, un gros fardeau de l'activité physique, de manque d'activité physique en France. Dans les mêmes temps, on a eu un papier très intéressant à l'international qui chiffrait toute la part attribuable de pathologies chroniques dans le monde liées à l'inactivité physique. Donc, on sait que cette inactivité physique, elle est liée à un surrisque de maladies cardiovasculaires, de diabète, de cancer, de démence et de dépression. Et cette étude était très intéressante parce qu'elle chiffrait même la part qu'on pouvait attribuer la responsabilité de l'inactivité physique pour chacune de ces maladies, mais aussi et surtout pour les décès. Et dans les pays occidentaux, cette étude chiffrait ça à 9%. Donc 9% des décès dans les pays occidentaux seraient attribuables à l'inactivité physique.
Et enfin, un dernier chiffre de cadrage qui nous a paru important, c'est un rapport de France Stratégie, là aussi de cette année, qui chiffrait tout le coût social annuel lié à ce manque d'inactivité, enfin, à ce manque d'activité physique, pardon, qui était chiffré à 140 milliards d'euros, donc des sommes tout à fait considérables. Et dans chacun de ces, enfin, dans cette prévalence, ce fardeau de l'inactivité physique, encore une fois, ce qui était souligné à la fois par l'ANSES, à la fois par le rapport de France Stratégie, c'était le rôle de choix collectif d'organisation des mobilités. Les mobilités, notamment par les transports actifs, mais pas que, on pourra en discuter, sont un moyen de lutter contre cette inactivité physique. Alors, si on regarde d'un peu plus près les bénéfices documentés à la marche et au vélo, donc à ces formes de transport actif, donc les deux principaux modes de transport actif étant la marche et vélo, là aussi, on a quand même pas mal de documentation scientifique maintenant qui s'accumulent et qui nous disent que marche et vélo réduisent le risque de maladies variées. Donc, on a vu que certaines maladies étaient liées à l'inactivité physique, mais d'autres études ont vraiment regardé l'effet spécifique. Et si la marche et le vélo, au-delà des autres activités physiques, réduisaient le risque de pathologie, et c'est le cas. C'est le cas, là, notamment, encore une fois, pour le diabète, le cancer, les maladies cardiovasculaires, la démence. Mais aussi et surtout, et ça c'est très important, la marche et le vélo, ces activités sont associées à un risque réduit de mortalité toute cause. Et donc ça, pour ces deux éléments, les preuves viennent de méta-analyses d'études épidémiologiques. Donc en termes de niveau de preuve dans la recherche en santé, on est vraiment là au niveau maximal de preuve parce que ce sont des études de cohorte qui suivent des personnes dans le temps, qui regardent combien de pratiques de vélo et qui regardent de manière prospective le risque de survenue de maladie ou le risque de décès. Et là, on est en plus sur des méta-analyses. Donc, comme vous le savez sans doute, c'est une méta-analyse, viennent compiler le résultat, faire la synthèse de résultats de plusieurs études. Et donc, quand on arrive à ce niveau de preuve, on a des résultats solides. Et donc, c'est le cas pour la marche et le vélo. Et donc, on sait encore une fois que marche et vélo réduisent à la fois le risque de pathologie chronique, mais également le risque de mortalité. Et donc, on a voulu documenter ces bénéfices spécifiquement dans le cadre d'un scénario de transition bas carbone dont on va parler, le scénario Négawatt. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, on est en ce moment dans un moment de débat national autour de stratégie bas carbone, comment atteindre les objectifs bas carbone. Et on pensait que justement mettre en avant dans ces scénarios des co-bénéfices, et notamment des co-bénéfices en santé, montrer que les stratégies bonnes pour le climat étaient aussi bonnes pour la santé, c'est quelque chose qui pouvait être à même de favoriser à la fois l'adhésion du public vers des politiques climatiques, mais également l'engagement des décideurs. Et donc c'est ce qu'on a voulu faire, donc de chiffrer une partie des bénéfices en santé d'un scénario bas carbone, et en l'occurrence le scénario Négawatt que Philippe va présenter. Merci Kevin. Alors, l'association Négawatt élabore des scénarios de transition énergétique depuis 2003 et on publie un à peu près tous les 5 ans depuis. Donc, ça a été des précurseurs puisque le premier scénario à atteindre le facteur 4 sur les émissions de gaz à effet de serre pour la France, c'était l'un des scénarios Négawatt et que le scénario actuel est l'un des plus ambitieux qui a été publié pour la France en matière d'émissions de gaz à effet de serre, mais pas seulement. Alors, la démarche générale de l'association, c'est de reposer sur 3 piliers. Les 2 premiers relèvent des économies de ressources ou d'énergie. Le scénario est centré sur l'énergie, mais aujourd'hui va au-delà. Et pour économiser l'énergie, on a deux grandes familles de mesures. La première relève de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire utiliser moins d'énergie ou plus généralement moins de ressources pour un niveau d'usage donné. Ça, c'est bien connu. Ce qui était assez peu connu jusqu'à voici quelques mois, c'est ce qu'on appelle la sobriété énergétique en particulier, notion qui a été vraiment développée et popularisée par cette association et qui s'est retrouvée dans le débat public voici quelques mois, suite en particulier à sa mention dans le dernier rapport du GIEC. Donc, il y a différentes manières de définir la sobriété. Là, vous pouvez lire celle que donne l'association Négawatt. Quoi qu'il en soit, une fois qu'on a agi sur le niveau de consommation d'énergie et plus généralement de ressources, ce qui reste à faire, c'est de remplacer les ressources moins soutenables, donc celles qui proviennent de stocks,
non renouvelables par de ressources plus soutenables, des flux, et donc dans l'énergie, les énergies renouvelables. Donc ça, c'est la démarche générale. Et ensuite, le scénario, il quantifie tous les flux, enfin, tous les flux d'énergie et tous les déterminants de ces flux dans l'économie. Donc, vous avez des mètres carrés chauffés, vous avez des kilomètres effectués avec différents modes de transport, que ce soit pour marchandises ou pour les déplacements des personnes, par exemple. Alors, Kevin, merci. Alors, vous avez sur ce lien toutes les ressources qui permettent de décrire ce scénario. Je vous donne juste le bilan. Alors, en énergie primaire, entre 2000 et 2050. Donc, ça paraît très ambitieux en matière de baisse de la consommation d'énergie, puisqu'on a une baisse des 64%, donc de 2 tiers. En fait, quand on regarde dans le détail, on se rend compte qu'il y a énormément de pertes dans le système énergétique actuel. Par exemple, pour faire de l'électricité dans une centrale thermique, qu'elle soit nucléaire ou à charbon, à peu près les 2 tiers de l'énergie sont directement rejetés dans l'environnement au lieu de faire de l'électricité. Donc, en énergie finale, c'est le niveau du consommateur, c'est simplement une division par 2. Pour l'énergie primaire, c'est une division par 3. Alors, quoi qu'il en soit, vous voyez ici que à l'horizon 2050, on a une disparition à la fois des énergies fossiles et du nucléaire, et puis un déploiement des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables qui se développent le plus dans le scénario par rapport à la situation actuelle étant l'éolien, le solaire et le biogaz. Tu peux passer à la suivante, merci. Alors, les conséquences de ce scénario ont été quantifiées, en particulier sur les émissions de gaz à effet de serre. La France, comme les autres pays européens, a un objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc, ça veut dire que les émissions brutes de gaz à effet de serre ne doivent pas dépasser le stockage de carbone dans les puits. Donc ça, c'est atteint même en 2047 dans le scénario négawatt. C'est la courbe grise que vous voyez ici, qui est donc la différence entre la courbe bleue, les émissions brutes, et la courbe orange, les puits de carbone, qui croisent l'axe des zéros en 2047, donc un peu avant l'objectif officiel. On peut passer à la diapo suivante. Alors qu'est-ce que nous dit le scénario concernant les mobilités actives, marche et vélo? C'est ce qu'indiquent ces graphiques ici. Donc, à gauche, on a cette mobilité active exprimée en kilométrage, donc en kilomètres par habitant et par semaine. Et à droite, c'est en durée d'utilisation, donc en minutes par habitant et par semaine. En bleu, c'est la marche, qui se développe de manière assez modérée dans le scénario, qui aujourd'hui représente davantage que le vélo en termes de kilométrage. C'est ce qu'on voit à gauche, mais à partir de 2025, le scénario prévoit que l'augmentation de la part du vélo va dépasser du coup la marche en kilométrage jusqu'à à peu près une stabilisation en 2040. Et les déplacements à vélo sont séparés entre vélos à assistance électrique et vélos classiques, avec un déploiement rapide du vélo à assistance électrique qui devient majoritaire à partir de 2035. Donc ça, c'est en kilométrage. En durée d'utilisation, c'est très différent, puisque la marche étant plus lente que le vélo, elle reste majoritaire en durée d'utilisation par rapport au vélo jusqu'en 2050. On peut passer à la diapo suivante. Et du coup, Kevin, je te rends la parole. Oui, merci. Et donc, à partir de ces volumes de marche et de vélo à l'échelle de la population, on a utilisé une méthodologie qui s'appelle l'évaluation quantitative des impacts sanitaires, qui est une méthodologie standard pour étudier, pour quantifier les bénéfices en santé dans le futur de projets qui ne sont pas encore déployés et pour des politiques qui sont parfois en dehors du champ de la santé publique à proprement parler, donc comme ici les transports. Et donc là, je vous ai repris un graphe qui est un schéma qui représente un peu la méthodologie qui a été développée par Santé publique France. Ici, c'est dans l'exemple, c'est pour la pollution de l'air, mais on va voir qu'on peut l'appliquer également, enfin, on peut appliquer cette démarche à l'activité physique. L'idée, c'est de se baser sur des études épidémiologiques
qui sont assez solides pour prouver la causalité entre une association, la causalité d'une association entre une exposition et un phénomène de santé. Donc ici, on s'est intéressé, j'en ai parlé. Ce qu'on va regarder, c'est, on a des études épidémiologiques qui nous laissent penser qu'on a une association causale entre activité physique liée au transport actif et santé. À partir de là, on va regarder dans la littérature ce qu'on appelle, bon, ici pour la qualité de l'air, des relations concentration-risque, mais pour notre cas, on va parler de relations dose-réponse. Ces relations dose-réponse, elles mettent en relation donc une exposition à un événement, donc ici l'exposition au transport actif, le vélo et la marche, et la réduction d'un événement de santé, la réduction, l'augmentation d'un événement de santé. Ici, on est sur une exposition protectrice, elle protège pour la santé, et donc on est sur une réduction. Et donc, ce que nous disent les résultats de méta-analyse dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est qu'une exposition au vélo, la pratique du vélo à 100 minutes par semaine, donc 1h40 par semaine, réduit le risque de mortalité de 10%. La même étude a chiffré, encore une fois, en faisant la synthèse d'une vingtaine d'études épidémiologiques, que l'exposition à 168 minutes de marche par semaine réduisait la mortalité de 11%. Alors, ce qui est très intéressant dans ces chiffres, c'est qu'on parle ici de mortalité toute cause. C'est-à-dire que ça inclut également la mortalité par accident ou la mortalité par des maladies respiratoires, ce qui nous montre que la marche et le vélo ont un bénéfice net en santé. On peut faire beaucoup de vélo et donc être plus exposé aux accidents de la route. Il en reste que les bénéfices du vélo via l'activité physique sont supérieurs puisqu'on a un bénéfice net sur la mortalité de 10%. Une fois qu'on a ces relations dose-réponse, on va l'appliquer en faisant des scénarios d'exposition dans la population. Et ces scénarios d'exposition, c'est ce que Philippe vient de montrer. Donc, des scénarios où l'exposition à la marche et au vélo vont augmenter dans la population. Et au final, à partir de ça, on va pouvoir évaluer, quantifier l'impact sur la santé de nos expositions. Alors, la partie qui est intéressante là, ça va être de regarder comment on va distribuer finalement ces volumes de marche et de vélo qui sont dans le scénario négawatt calculé à l'échelle de la population française métropolitaine, comment maintenant on va les répartir dans la population. Et ça, on l'a fait sur deux bases. Donc, on l'a fait pour la marche en haut et pour le vélo en bas, et on les a répartis par tranche d'âge. Avec deux principes. D'une part, la répartition totale du volume de marche et de vélo, de tous ces kilomètres parcourus à pied à vélo, elle va être répartie par tranche d'âge en fonction, d'une part, de la pyramide des âges, qui, elle, va évoluer entre 2020 et 2050 dans le scénario négawatt. Mais ce qu'on s'est dit également, c'est que cette pyramide des âges, elle doit quelque part reproduire ce qu'on attend dans un pays où la marche et le vélo, les transports actifs sont bien développés. C'est-à-dire que le vélo, comme dans le scénario négawatt, ça ne doit pas être quelque chose qui devra être limité à des personnes en bonne santé. Il faut que ce soit quelque chose dans un scénario de bas carbone, il faut que le vélo soit accessible à tous, et donc il faut qu'il soit réparti et accessible à tous les âges. Et donc, ce qu'on a fait pour répartir ces volumes totaux de marche et de vélo, c'est qu'on s'est basé d'une part sur la pyramide des âges en France, mais également sur la répartition des transports actifs dans des pays où la culture vélo est forte, la culture marche et vélo, la culture de transport actif est forte. Et pour ça, on a pris la forme de la distribution du Danemark, encore une fois, en se disant que dans un pays où les transports actifs seront développés de manière très forte, alors ils doivent être accessibles, plus ou moins accessibles à tous. Et donc, ce qu'on voit en faisant ce travail, c'est que d'une part, la marche est répartie à peu près de manière constante dans tous les âges. C'est ce qu'on observe en France et c'est ce qu'on observait au Danemark dans les années 2020. Donc, on n'a pas trop de différence selon les âges des volumes de marche. On a à peu près tout le monde qui va marcher environ de 80 à 120 minutes par semaine. En revanche, le vélo, là, on a une dépendance à l'âge qui est un peu plus importante. Et donc, vous voyez bien qu'il ne s'agit pas de mettre tout le monde sur un vélo de la même façon. Les personnes âgées vont faire un peu moins de vélo que les personnes dans la force de l'âge. Mais vous voyez quand même qu'on a un certain volume de vélo chez des personnes de plus de 70 ans. Et encore une fois, ça reproduit ce qu'on voit actuellement au Danemark. Qu'est-ce qu'on peut se dire également? Oui, donc on voit également la progression dans le temps de la marche et du vélo pour ces groupes d'âge. Donc, comme l'a dit Philippe, on a une petite progression pour la marche, mais la progression est beaucoup plus forte pour le vélo. Et donc, ça, c'est pour tout le kilométrage de vélo. Je ne détaillerai pas, mais on a également fait des hypothèses pour faire en sorte que le vélo à assistance électrique soit plus utilisé par les personnes plus âgées que par les personnes jeunes au fil du temps. Une fois qu'on a cette répartition des volumes de marche et de vélo
par âge, on va les transformer en réduction du taux de mortalité via la relation dose-réponse dont je vous ai parlé juste ici. Hein. On va finalement appliquer cette réduction à ces volumes de vélo et on va les appliquer ensuite à des taux de mortalité. Et ces taux de mortalité, donc c'est la probabilité de décès pour chaque groupe d'âge. Elle dépend de l'âge dans la population. Hein. Les taux de mortalité ne sont pas les mêmes pour les personnes de 80 à 84 ans que pour les personnes de 35 à 39 ans. Et donc, c'est ce facteur de réduction qui dépend directement du volume de marche et de vélo qu'on va appliquer à des taux de mortalité. Ça va nous permettre de calculer des décès évités du fait de la marche et de vélo dans le scénario négawatt et on va le comparer avec un scénario sans hausse de la marche et du vélo, donc où les niveaux de marche et vélo observés en 2021 sont maintenus constants dans le temps. Et avec cela, on est capable de calculer le nombre de décès évités dans le scénario négawatt, encore une fois, par rapport à un scénario sans hausse de marche et de vélo. Ce qui est intéressant, on en reparlera, c'est qu'on arrive à savoir dans quels âges, on estime à peu près dans quels âges, dans quelle tranche d'âge on évite le plus de décès. Donc, on pourra en reparler parce qu'on évite évidemment des décès dans les âges les plus élevés parce que ce sont là où les taux de mortalité sont les plus élevés. Mais on verra que finalement, pour des calculs économiques ou des calculs d'espérance de vie, les décès dans des tranches plus jeunes, à partir de 40 ans, sont ceux qui contribuent peut-être le plus. Mais le chiffre important, c'est que de manière globale, dès 2030, le scénario négawatt, de par l'activité physique qu'il génère via la marche et le vélo, va permettre dès 2030, donc à presque du court terme maintenant, d'éviter environ 5000 décès par an. Et en 2045, c'est ce qu'on voit ici, là, on a la courbe de progression du scénario négawatt. En 2045, on arrive au maximum de ces volumes de marche et de vélo et on arrive à éviter, enfin, le scénario permettrait d'éviter 10 000 décès par an dans la population. Avec les réductions des taux de décès par tranche d'âge, on est capable également de calculer l'impact que ça a sur l'espérance de vie dans la population générale. Et ce scénario négawatt, encore une fois, de par l'activité physique, permettrait un gain d'espérance de vie d'environ 3 mois dans la population générale. À titre de comparaison, sur l'année 2021 seulement, la crise Covid a réduit l'espérance de vie de la population d'environ 6 mois. Donc voilà, on est sur un gain d'espérance de vie assez conséquent. Ce qui est intéressant dans cette méthodologie, j'en parle très brièvement, c'est qu'elle permet également de manière très transparente de regarder l'influence de certains choix méthodologiques, de certains paramètres sur les résultats. Et là, celui que je voulais mettre, c'est ce qu'on appelle une analyse de sensibilité. Et donc ça, celui que je voulais mettre en avant ici, c'est que le facteur qui finalement a le plus d'impact sur nos résultats, c'est la relation dose-réponse. Je vous ai dit que dans l'étude qu'on a faite, pour le vélo, on estime que 1h40 de vélo réduit le risque de mortalité de 10%. Et ça, c'est vraiment une étude qui est utilisée depuis longtemps dans ce type, dans cette discipline. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'en 2021 ou 2022, je ne me rappelle plus, on a eu une autre étude qui est venue avec de nouvelles études épidémiologiques. On a eu une nouvelle méta-analyse qui a finalement réestimé à la hausse ce bénéfice du vélo sur la mortalité et qui l'a presque doublé. Donc, on a vu dans cette étude-là, on a une réduction de la mortalité toute cause de 19% pour le même volume par rapport à l'étude qu'on a utilisée. Et donc, finalement, on arrive presque, si on prend cette hypothèse, si on suit cette hypothèse, on arrive presque, enfin, ce paramètre, si on choisit ce paramètre, on arrive presque à des résultats qui sont un impact sanitaire qui est presque doublé. Hein. On passe de 10 000 décès, environ 10 000 décès évités par an, à 17 000 décès évités par an. Alors, on n'a pas communiqué nos chiffres sur la base de cette étude parce elle est très récente. Elle n'a pas, entre guillemets, encore été digérée par la communauté scientifique pour savoir si elle est plus fiable, moins fiable que l'autre. Toutefois, elle est quand même basée sur un plus grand nombre d'études épidémiologiques, donc elle reste solide. Et donc, si dans le futur, il s'avérait que oui, la communauté scientifique valide ce chiffre, un revu à la hausse, alors on serait même sur des bénéfices sanitaires bien plus importants. Je repasse la parole à Philippe pour la partie sur l'évaluation monétaire. Ouais, merci Kevin. Donc, pour évaluer monétairement les gains pour la santé dont on vient de parler, on a eu recours à la méthode qui est recommandée dans l'évaluation socio-économique des investissements publics. Hein. Vous avez un rapport publié en 2013 que vous pouvez trouver sur le site de France Stratégie qui fait une compilation des hypothèses, des bonnes pratiques qu'il est recommandé d'utiliser pour faire cette évaluation. Alors, je précise que les valeurs que je vais vous présenter là sont basées sur le scénario central, c'est-à-dire pas sur les analyses de sensibilité que Kevin vient de mentionner. Alors, on a deux manières
possible d'assigner une valeur monétaire aux gains, aux décès évités dont on vient de parler. La première, c'est d'attribuer une valeur à chaque décès évité. C'est ce qu'on appelle parfois valeur de la vie statistique, mais on préfère parler de valeur du décès évité. Et là, la recommandation en France, c'est d'utiliser la valeur de 3,5 millions d'euros, en tout cas en 2020, ensuite ça croît au cours du temps. L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'elle ne fait pas la distinction entre un décès évité à 20 ans ou à 60 ans, alors que l'espérance de vie à 20 ans est bien supérieure à l'espérance de vie à 60 ans. Du coup, on a retenu la deuxième méthode qui consiste à attribuer une valeur à chaque année de vie gagnée. Et là, c'est autour de 130 millions d'euros. Alors, il faut bien comprendre ce que signifient ces valeurs. Et ça, le rapport dont je vous parlais le mentionne, c'est vraiment l'effort que la collectivité est prête à consentir pour réduire un risque de décès. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir une valeur monétaire? C'est en particulier pour attribuer la même valeur à chaque décès, que la personne soit riche, pauvre, que le décès soit dû à une cause ou une autre, pour autant que ces causes soient évitables par une politique publique. Et quant à savoir, alors il y a eu énormément d'études pour chiffrer ces valeurs, mais comme l'indique la citation que j'ai reproduite ici en bas de page, c'est aussi clairement un choix politique sur lequel on ne revient pas ici. On applique simplement ces valeurs. Donc, une année de vie gagnée, c'est 130 millions d'euros. Kevin, tu peux passer à la diapo suivante. Est-ce que ce n'est pas 130 000 euros, Philippe, pardon. pour l'année de vie? Oui. Effectivement, ce ne serait pas très cohérent sinon. Ouais. Pardon, 130 000. Donc, ici, vous avez en haut, représenté en bleu, le nombre d'années de vie gagnées en milliers par an. Donc, on est autour de 200 000 à partir de 2040. Sachant que les petites barres en noir, ça indique l'intervalle de confiance si on fait varier les paramètres dont Kevin parlait précédemment. Et quand on traduit ceci en gains monétaires, on arrive à partir de 2040 également, à, en gros, 35 milliards d'euros par an. Et 35 milliards d'euros, c'est vraiment un chiffre très important. Si on parle d'impact d'un scénario de transition énergétique, sur des sujets dont on parle peut-être davantage dans le débat public, comme savoir quel mix électrique il faudra mieux utiliser à long terme, les écarts entre les scénarios sont beaucoup plus faibles que ça en général. Je vais laisser du coup la parole maintenant à Audrey. Alors Audrey, je vais te donner le partage. Je vais voir si tu peux partager ton écran. Du coup. Ok, alors, ça marche. Hop. Ça marche bien. Ça marche bien. On l'a pas. Ouais, c'est bon. Alors, par contre, là, on est en version présentateur. On a tes commentaires. Alors, comment est-ce que je fais pour... Tu peux faire, dans les 3 petits points, tu sais que tu as sous ta slide. 3 petits points. C'est ça. Comment tu peux mettre Hide Presenter View au-dessus. Ah, ok. Très bien. Heureusement que tu es là. Là, ça marche maintenant? Non, parce qu'on n'est pas en vue entière. Et alors, si tu... Je sais. Bah, on peut voir. Hein. Enfin, on a tes slides sur la gauche. C'est tout. Si tu remets la diapo entière. Ah, ok, d'accord. Si je remets, ça devrait marcher maintenant si je remets Ouais, peut-être. On va voir. Slideshow, resume slideshow. C'est bon là? Toujours pas. Non. Peut-être que tu as partagé que cette page-là et pas ton écran en entier. Sinon. Ok. Alors, je refais. Je fais... Ah, peut-être non, parce qu'on avait le slideshow. Ouais. Et là? Toujours pas? Là, on voit, moi, j'ai pas ton partage d'écran là. On n'a pas remarché. Et maintenant? Ça y est. Ouais, c'est super. Ça marche bien là.
Désolée pour ça. Je suis d'habitude sur Teams plutôt que sur Zoom. OK. Donc, ce que je comptais faire maintenant, c'est vraiment relever l'importance de cette étude dans le contexte de la prise de décision politique. Sauf que, ouais, ça ne marche pas. En fait. Ah si, c'est bon. Donc, la façon dont beaucoup de politiques, que ce soit changement climatique ou pollution de l'air, sont prises, on a tendance à prendre des décisions vraiment en silo, de façon très séparée, chaque secteur un à la fois. Donc, quand il s'agit de changement climatique ou par exemple pollution de l'air, on veut l'objectif, c'est d'atteindre une certaine objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre ou en pollution de l'air, atteindre une certaine norme. Et quand on se focalise de façon assez obtuse à cet objectif, on oublie parfois que le contexte des bénéfices est bien plus important, ou aussi des contreparties, qu'il peut y avoir des conséquences inattendues. Et donc, c'est ça que j'ai envie de montrer, que quand on peut montrer ces différents objectifs, on peut peut-être démontrer que certaines politiques sont plus intéressantes que d'autres. Donc, dans ce contexte typique des politiques de gaz à effet de serre, de changement climatique, on a tendance très souvent à se focaliser sur des objectifs, sur des solutions technologiques. Donc, quand il s'agit des transports, on a tendance à penser, OK, l'électrification du parc automobile va nous sauver, va nous tirer d'affaire. Et donc, la vision qu'on a du futur de nos villes ressemble à ça, parce qu'on pense que c'est la solution. Mais quand on y réfléchit un petit peu, si on change, on retire de nos rues chacune de ces voitures, vous voyez sur ces images, et on les remplace par une autre voiture, mais qui a un moteur électrique au lieu d'un moteur conventionnel, est-ce qu'on est vraiment bien avancé dans notre bien-être et dans notre santé? Et finalement, quand on y réfléchit, la raison pour laquelle on veut atteindre ces objectifs de changement climatique ou de pollution de l'air, c'est souvent, en fin de compte, pour améliorer le bien-être de notre santé des êtres humains, mais aussi de celle de la planète. Et donc, cette vision qu'on a des villes où les voitures sont simplement remplacées par des voitures électriques ne remplit peut-être pas aussi bien cette mission que, par exemple, ces visions-là, où à la place de voitures, on les remplace par le vélo, la marche à pied ou les modes de transport publics. Donc, notre étude donne des arguments en faveur donc, de regarder de façon beaucoup plus compréhensive les impacts de nos politiques. Vous me direz, mais c'est une telle évidence que ce genre de vision du futur de nos villes est bien plus attrayante. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de montrer ça? Mais c'est parce que dans la réalité, malheureusement, on prend ces décisions de façon très, très obtuse. Donc, je m'intéresse depuis un certain temps à essayer de comprendre comment est-ce qu'on engage les politiques à créer des politiques qui soient beaucoup plus ambitieuses et qui intègrent des objectifs de santé et de bien-être de la planète et bien-être humain, au lieu d'être très focalisé seulement sur un objectif à la fois. Et ce qu'on voit quand on regarde la littérature sur les changements, sur comment incorporer la santé dans les objectifs de politique climatique, on voit que d'une part, trois grands axes qui sont bien sûr tous imbriqués les uns dans les autres, mais les trois grands axes, c'est il faut qu'on aide les différents secteurs et les institutions à travailler ensemble au lieu d'être en silo. Nous, en tant que chercheurs, avons vraiment notre part de responsabilité à produire le type de recherche et d'évidence qui va aider les décideurs à prendre leurs décisions, et puis aussi travailler avec les décideurs, non seulement en montrant cette évidence, mais aussi en engageant la société, les membres du public et les décideurs vers une vision de ce qui pourrait être désirable dans le futur. Alors, pour vous donner des exemples, vous avez vu l'exemple de notre papier, donc que l'impact sur la santé est très important. Donc, quand on regarde différents impacts, on voit l'importance d'autres que seulement les objectifs. Mais on peut aussi réfléchir non seulement aux bénéfices de l'activité physique, mais
quand on remplace les voitures par la marche à pied, le vélo, les transports en commun, on peut avoir aussi, on change l'espace urbain, on promouvoit bien sûr ces modes actifs, l'activité physique, mais aussi on peut permettre plus d'espace pour les espaces verts, pour les comment on dit, playgrounds, les jeux pour les enfants, plus d'espace d'espace public où les gens peuvent se retrouver. Et je pense que c'est important de montrer tous ces différents impacts et nous aider à créer cette recherche scientifique qui montre que quand on prend un regard systémique ou holistique des impacts des politiques, les alternatives qui émergent comme étant attrayantes changent. Alors, pour vous donner juste un autre petit exemple de type d'impact sur la santé de ce genre de transformation urbaine, là, c'est une étude que j'ai faite où on regarde l'impact sur la santé de transformer, de changer les transports en voiture à Londres en transport en vélo, marche à pied et transport public. Et on regarde plusieurs types d'impacts sur la santé. L'activité physique, comme on a vu dans notre étude à l'instant, mais on pourrait aussi rajouter l'impact sur la pollution de l'air, l'impact sur le bruit et l'impact sur l'exposition aux espaces verts. Donc, il y a beaucoup d'autres types de bénéfices qu'on pourrait montrer. Donc, ça, c'est les impacts en termes aussi de mortalité évitée et d'impact sur le coût. Donc, pour vous dire que, une fois de plus, on peut créer ensemble des programmes scientifiques qui démontrent que c'est important de regarder de façon holistique et non pas juste une chose à la fois. J'ai montré quelques exemples, mais il y a bien d'autres exemples qui pourraient être montrés. Je suis désolée pour ces slides en anglais, mais juste pour vous dire qu'il y a beaucoup d'autres types d'impacts qui vaudraient la peine de démontrer, mais aussi il faut réfléchir non seulement aux bénéfices, aux co-bénéfices, mais aussi aux contreparties, aux conséquences négatives. Et il faut réfléchir non seulement à démontrer en termes de mortalité, mais surtout à réfléchir aussi à ce qui va engager les membres du public. Parce qu'en fin de compte, il faut qu'on crée une vision du futur qui est attrayante et qui pousse les gens aussi à demander à nos décideurs politiques de prendre en compte et d'aller dans cette direction-là. Voilà, donc je vous laisse juste avec ces images pour vous montrer que je pense que c'est bien plus attrayant d'imaginer nos futures rues ressemblant à celle-ci plutôt que celles remplies de voitures électriques. Merci. Alors, est-ce que je reprends juste, alors je reprends juste l'écran pour la conclusion. Mais donc voilà, juste une toute petite conclusion avant de passer aux questions. Non, vous la voyez pas. Je suis. Non, raté. Alors, pardon. Je ne suis pas sur la bonne slide alors. Excusez-moi pour ça. Donc, est-ce que là, vous avez les conclusions? Oui. Oui, ok. Donc voilà, encore une fois, on voulait conclure en montrant que c'est une illustration de la pertinence de la promotion des mobilités actives. Et surtout, je pense que c'est un des messages de cette présentation, c'est que donc ces mobilités actives ont de larges bénéfices à la fois sanitaires, à la fois économiques, et ils sont encore trop peu perçus, à la fois par le grand public et par les décideurs, parce qu'ils ne reçoivent pas, en tout cas, les investissements qu'ils mériteraient au vu des bénéfices qu'ils produisent. Un exemple tout récent, donc vous avez vu l'annonce qui a été faite très récemment du plan vélo pour 2023, 250 millions d'euros en 2023. Alors, c'est un des plans les plus ambitieux en France qu'on ait eu pour le vélo, ce qui est peut être perçu comme très bien. Voilà, après ces 250 millions d'euros, ils sont à mettre au regard des milliards d'euros de bénéfices potentiels qu'on pourrait avoir via ces investissements, ce que Philippe a discuté, et puis à mettre en regard d'autres politiques publiques qui ne vont pas forcément dans le bon sens. L'aide à la pompe, d'un point de vue sanitaire du moins, l'aide à la pompe, donc les réductions de taxes sur les carburants, c'était 2 milliards d'euros sur les 4 mois
d'avril à août 2022, et c'est encore, le chiffrage n'a pas encore, je l'ai pas repris pour les mois à venir, mais donc on voit qu'on n'est pas sur le même niveau d'investissement entre ce qui concerne la mobilité thermique, on va dire, ou automobile, et la mobilité active. Et enfin, je pense que c'est le message qu'Audrey a donné. Hein. On est sur une illustration d'un des types de co-bénéfices, ici le co-bénéfice sanitaire, qui sont liés à des politiques de transition vers le bas carbone. Il y en a d'autres. Hein. Il y a des co-bénéfices en termes de qualité de vie. Hein. On a parlé d'espaces verts, d'espaces publics, en termes d'inégalité. Et donc, je pense, c'est un des messages également de la mise en avant des co-bénéfices de politiques de transition bas carbone est également quelque chose qui est intéressant pour les rendre désirable, le message qu'Audrey donne. Donc voilà, moi j'en ai terminé. Je ne sais pas si Philippe ou Audrey voulait rajouter quelque chose avant de passer aux sessions de passer aux questions. Ok, je vais arrêter mon partage du coup, je le reprendrai si jamais on a besoin de support. Hop. Donc on passe à la session questions. Alors, je vois des mains levées et si vous êtes d'accord, peut-être que vous pouvez les poser dans le chat en les adressant. Comme ça me permet de faire une petite liste, parce qu'il y en a qui me les ont envoyés. Si après on fait avec ceux qui lèvent la main, ça va être un peu... J'ai peur d'oublier des gens. Donc, la première personne qui avait demandé à prendre la parole pour poser une question, c'est Julien Joffre. Alors, je lui réactive son micro. Voilà. Je vais réactiver le micro de toutes les personnes qui ont posé une question. Je vous demanderai juste de ne pas la poser avant que j'ai cité votre nom et d'être synthétique afin que tout le monde ait du temps pour poser sa question. Voilà. Donc, Julien, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Juste une brève présentation. Je travaille à l'INRAE, qui est un institut de recherche en agronomie, et je suis devenu récemment un des référents vélo, puisque mon institut s'est engagé dans une démarche qui s'appelle OEPV. Donc un de mes objectifs dans le cadre de cette mission, c'est de pouvoir un peu sensibiliser les gens aux gains de la pratique du vélo ou de la marche. Donc merci pour la présentation des 3 volets. J'avais une première question concernant l'évaluation monétaire, plus une question méthodologique, c'est celle que j'ai posée sur le chat. Est-ce que vous pensez qu'appliquer le profil d'usage des mobilités actives du Danemark à la France, ça ne peut pas se heurter à la géographie ou bien à la sociologie de ces 2 pays? Alors, je ne connais pas du tout le Danemark, mais j'ai en tête un pays dont la géographie peut être assez plate. Et je ne connais pas non plus la sociologie de ce pays. Mais bien souvent, on entend, notamment de la part de mes collègues, oui, mais moi, prendre le vélo là où il y a des côtes, etc., souvent des arguments qui sont difficilement discutables. Alors, je veux bien répondre. Avoir votre avis là-dessus. Oui, merci. Merci. Et je suis content d'apprendre que l'INRAE a nommé un référent vélo et que c'est vous. Je veux bien répondre, d'autant que hier soir, j'ai participé à un débat suite à la projection du film Why We Cycle, qui est consacré à la pratique du vélo aux Pays-Bas, autre pays plat, et plat certes, donc ce qui est favorable à la pratique du vélo, mais où il y a quand même beaucoup plus de vent, de pluie et de froid qu'en France. Et c'est pareil pour le Danemark. Ayant fait du vélo au Danemark, je confirme qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Or, le relief, c'est un obstacle, mais ça l'est beaucoup moins avec le vélo à assistance électrique. Donc, je pense que c'est beaucoup moins un obstacle aujourd'hui que ce que ça a été hier. Et que donc, la géographie de la France est en fait devenue plus favorable à la pratique du vélo que celle des 2 pays où cette pratique est le plus développée en Europe, c'est-à-dire les Pays-Bas et le Danemark. Je ne sais pas si mes collègues veulent... Je vais peut-être juste rajouter quelque chose, c'est qu'on a tendance à penser que c'est quelque chose de culturel, que les Danois et les Hollandais font plus de vélo parce que c'est dans leur gène, ce qui n'est pas du tout vrai. Ça a été le résultat de nombreuses années de politiques qui ont poussé les gens à faire du vélo. Donc, je pense qu'on pourrait faire la même chose en France. C'est vrai, quand on regarde des photos d'Amsterdam au début des années 70, il y avait des voitures partout. Est-ce qu'on a des éléments historiques d'ailleurs en France sur la pratique du vélo au début du XXe siècle, par exemple? Est-ce que ce n'est pas une culture qui a été perdue en France?
Alors, il y a tout à fait, le livre de Frédéric Héran, je vais vous mettre la référence dans les messages, est une bonne référence là-dessus. Alors, si j'ai Et la la réponse est oui, hein, et la réponse est oui, hein, notamment pour tout ce qui est logistique. Hein. Au début du siècle, on avait beaucoup de logistique, de livraison de professionnels à vélo, ce qui s'est perdu et ce qui revient un petit peu, et une culture qu'on est en train de reprendre. D'accord. Si la permission m'est donnée, j'avais 2 autres questions. Oui, alors j'y vais. Ça concerne le chiffrage de 35 milliards d'euros. C'est un élément que je n'ai pas bien compris. C'est à partir de 2040 ou est-ce que c'est cumulé jusqu'à 2040? C'était bien chaque année, avec une progression du chiffre annuel jusqu'à environ 2040 et ensuite une stabilisation. Mais c'est bien chaque année. Okay. Et la troisième question, ça concerne plus oui, le côté bien-être, donc la troisième présentation. Alors, la première question que j'avais envie de poser, c'était comment vous envisagez de divulguer cette étude au grand public et aux décideurs, donc aux élus. Parce que moi, je suis convaincu qu'effectivement, il faut avoir une vision holistique, une analyse un peu holistique, mais ce n'est pas des choses qui sont forcément aisées à appréhender. D'autant que, alors ça c'est une opinion très personnelle, on est plutôt dans une vision centrée sur le produit intérieur brut. Donc, on mésestime, je trouve, le bonheur et le bien-être, là où d'autres pays font le choix d'estimer avec des indices sur le bonheur intérieur brut. Comment on peut faire prendre conscience aux gens qu'il n'y a pas que, pour faire vulgaire, le pognon? Et du coup, le développement technologique n'est pas forcément la solution. Même si on le voit, c'est pas non plus à rejeter puisque le vélo électrique peut être une solution. Kevin, donc, je pense que c'est un peu ce qu'on est en train de faire là, d'après ce que j'ai compris, un article dans Le Monde hier. Kevin, tu veux développer un peu plus là-dessus, sur ce que vous êtes en train de faire en France là-dessus? Le séminaire, c'est typiquement ce séminaire aujourd'hui, hein, c'est typiquement un de ces outils de propagation des résultats, de partage de ces résultats. Après, de mon expérience, hein, toucher les décideurs, voilà, il faut faire parler de ces résultats à l'occasion de ce séminaire pour qu'ensuite on soit sollicité sur des questions un peu précises. On l'a plus ou moins été. Ça peut être l'occasion de commissions d'enquête ou de groupes de travail ministériels, parlementaires sur ces questions. Mais en tout cas, moi, j'ai pas cette expérience encore. Audrey l'a peut-être un peu plus, mais une fois que les résultats sont sur la place publique, débattus, qu'ils deviennent un sujet de société, ensuite, on peut être sollicité par les décideurs sur ces questions et là, pouvoir plus mettre en avant ce type de résultats. Oui, je pense que c'est un problème qu'il faut attaquer par tous les angles. L'un, c'est oui, ce genre de séminaire, d'aller le plus possible discuter dans des événements, des conférences, des événements publics, et puis travailler avec les politiques aussi. Je pense que malheureusement, il n'y a pas de recette miracle, mais c'est une question de constamment pousser dans ce domaine. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi pour encourager les membres du public à exprimer ce genre de préférence, de vision auprès des gens pour qui ils votent. Parce que je pense qu'on a tendance souvent à entendre des gens qui rouspètent, donc les gens qui font de la voiture qui ne sont pas contents parce qu'ils n'ont plus la place, donc ils protestent. Mais quand on est content parce qu'on a enfin un peu plus de place pour marcher ou faire du vélo, les gens ne rouspètent pas, on les entend moins, c'est moins médiatique, c'est moins, et puis il n'y a pas d'organisation autour. Donc je pense qu'il faut de plus en plus aussi trouver des moyens que les membres du public communiquent plus avec les décideurs politiques pour exprimer leur désir de vision future. Il y a peut-être d'autres questions? Alors, de la part de Julien, non. En revanche, je passe la parole à Élodie Trochesec. Je ne vous entends pas.
Non. Ou alors, Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. c'est bon. Oui, bonjour à tous. Élodie Troche, service transport et mobilité de l'ADEME. Merci beaucoup pour cette présentation et pour cette étude qui, en effet, manque et sera très, très utile pour défendre la cause du vélo. Une question et une remarque. Ma question, c'est est-ce que dans le cadre de cette étude, vous avez également étudié l'impact d'augmentation de ces pratiques mode actif sur la durée de vie en bonne santé? Et je pose la question parce que le sujet de l'autonomie est un sujet qui parle déjà beaucoup à nos décideurs. Il y avait eu la mission Zulési sur le sujet avec le gouvernement précédent. Et donc, je pense que c'est une donnée qui est aussi intéressante et qui permettrait de faire entrer le sujet. Et en complément de cette question, je vous laisserai répondre. On a vu que la Première ministre a lancé un comité interministériel sur le sujet du vélo. À ma connaissance, la ministre de la Santé n'était pas présente le jour de l'annonce, mais je pense que c'est un ministère qui sera associé à ce comité. Et je pense que ça serait une instance dans laquelle on pourrait porter ces messages, sachant que Bercy sera par contre bien présent. Merci. Je peux peut-être répondre sur la question de l'espérance de vie en bonne santé. Alors, on pourrait le faire et d'une certaine façon, on a commencé à essayer de le faire. C'est-à-dire que au lieu de regarder l'événement en mortalité, on peut regarder la survenue de cancer, de diabète ou encore de démence. Et tout ça, on pourrait le prendre en compte dans le calcul de l'espérance de vie en bonne santé. Mais en fait, quand on fait ça, dans ce type d'études, généralement, l'impact qu'on calcule sur la base de maladies chroniques et pas sur la base du décès est bien moindre que ce qu'on va calculer sur la base du décès. Et là, je pense qu'il y a peut-être aussi quelque chose qui tient aux études épidémiologiques à la base de ces résultats, de cette fameuse relation dose-réponse que je vous ai donnée. C'est très facile dans les études épidémiologiques de mesurer précisément la mortalité, le décès. Ça, c'est un événement, on passe rarement à côté dans une étude épidémiologique. Par contre, la survenue d'une maladie chronique, on peut un peu plus passer à côté, ou finalement, ces études n'arrivent pas peut-être à capturer toutes les maladies chroniques évitées par le vélo. Et donc, en général, on obtient un impact final qui est bien moindre quand on s'intéresse à de la morbidité, ce qu'on appelle la morbidité, aux maladies, et donc à l'espérance de vie en bonne santé, plutôt que quand on s'intéresse vraiment qu'à la mortalité, donc à l'espérance de vie totale. On a quelques éléments qu'on est en train de finaliser en France. Actuellement, on ne va pas jusqu'à l'espérance de vie en bonne santé, mais en tout cas, voilà, on montre que les bénéfices du vélo en termes de maladies évitées, ils sont intéressants, mais en termes de chiffrage, on arrive à quelque chose de quand même assez, moindre que sur la mortalité évitée, qui est vraiment le gros bénéfice, le gros de l'impact sanitaire du vélo. Et il y a quelques études qui regardent les Disability Adjusted Life Years, qui en fait, ça c'est une métrique qui agglomère. Je suis désolée, mon français est vraiment très mauvais, mais c'est donc les DALYs, Disability Adjusted Life Years, je ne sais pas comment on dit en français, mais ça donne. Allez, ça s'appelle comment? Les années de vie corrigées sur l'incapacité. Voilà, donc ça donne le nombre d'années qui restent à vivre en bonne santé ou en moins mauvaise santé en mettant un poids dessus. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus difficile. D'une part, ce qu'a dit Kevin est exact, la mortalité est bien d'une part plus robuste, mais en plus l'impact est plus grand sur la mortalité et les études plus robustes. Mais en plus de ça, communiquer sur les DALYs est plus compliqué. Quand on essaie de simplifier le message, c'est beaucoup plus facile de communiquer sur quelque chose comme la mortalité. Et merci pour l'idée de l'information du comité interministériel. Ouais. Estelle, il y a d'autres questions? Oui, il y a plusieurs autres questions. Malheureusement, je voulais réactiver le micro de David Imbert, mais je n'y arrive pas. Donc, je vais lire ces questions. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça Ah, fonctionne? si. Ah, Oui. c'est bon, ça a marché. Très bien, parfait. Je vous Bonjour. laisse poser vos questions. Bonjour. Oui, bonjour David Imbert, je suis responsable du pôle urbanisme à l'Agence régionale de santé de la région PACA. En fait, en termes d'évaluation quantitative des impacts, vous avancez deux types de chiffres. Il y a des chiffres en décès évités et d'autres en années de vie gagnée. Et je voulais savoir si vous pouviez préciser comment on passe de l'un à l'autre et quelle est un petit peu la différence. Alors, est-ce que je me permets de répondre éventuellement? Vas-y, Kevin. Je vais partager mon écran, j'espère que ce sera peut-être plus clair.
Alors, est-ce que vous voyez mon écran Oui. et le graphique? Oui. Ouais, vous le voyez. En gros, avec la méthode qu'on a, on arrive à savoir combien de décès on évite et on arrive également à savoir dans quelle tranche d'âge ces décès sont évités. Donc, combien de décès on évite, c'est ce qu'on voit au-dessus dans ce premier graphique. Donc, en 2045, on va éviter jusqu'à près de 2000 décès dans la tranche spécifique des 75-79 ans. Et donc, ça, c'est vraiment le nombre total de décès évités. Et comme on le disait, au maximum, donc quand on arrive en 2045 dans nos projections, on est à peu près à 10 000 décès évités par an. Mais maintenant, quand on va parler d'années de vie perdues, il faut prendre en compte le nombre d'années de vie à vivre en espérance de vie. Et donc ça, c'est tout simplement la différence entre l'espérance de vie pour une année donnée et l'année au décès. Et donc, ces années de vie, là aussi, on peut voir où est-ce qu'on les évite, dans quelle tranche d'âge, et c'est le graphique qu'on a en dessous. En fait, comment on lit ce graphique, c'est juste qu'on a un petit peu moins de décès évités dans cette tranche des 50-54 ans, mais ils ont plus d'années de vie à vivre. Quelque part, des personnes qui décèdent dans cette tranche d'âge vont avoir perdu 30 ans par rapport à l'espérance de vie. Et donc, en évitant un décès de par l'activité physique dans cette tranche d'âge, on a gagné 30 ans d'espérance de vie. Et donc, cet indicateur de l'année de vie perdue, il permet finalement qu'on pondère un peu plus un décès évité dans cette tranche d'âge qu'un décès évité chez les 75-79 ans. En soi, et c'est ce que disait Audrey, l'indicateur du nombre total d'années de vie perdues, c'est quelque chose sur lequel c'est assez dur de communiquer parce qu'on n'a pas de référence là-dessus et donc on arrive à 200 000 années de vie gagnées en 2040. Ce n'est pas un chiffre qui est très parlant parce que 200 000 années de vie parlées, ça parle beaucoup moins que 10 000 décès prévenus. En revanche, il est important, ce chiffre, parce que c'est celui qu'on va traduire en bénéfice monétarisé, avec la relation qu'a donnée Philippe de 130 000 € pour une année de vie perdue. Et c'est comme ça qu'on arrive à ces chiffres de près de 35 milliards d'euros de coûts socialisés ou de bénéfices monétaires par an, donc cumulés par an. J'espère que ça a répondu à la question. Estelle, il y a d'autres. Il a dit oui, très bien. Alors, désormais, je passe la parole à Victor Paillon. Alors, je ne sais pas trop si ça va mal. Ah, là, c'est bon, normalement. On vous écoute. Oui, bonjour. Victor Paillon, chargé de mission mobilité à l'École des Mines. J'avais deux petites questions. La première, c'est est-ce qu'on dispose des données sur les différences de bénéfices entre une mobilité active à vélo classique, musculaire finalement, et une mobilité active en vélo électrique? Et la seconde, c'est est-ce qu'on dispose de données sur la santé de toutes ces nouvelles mobilités qui ne sont pas vraiment actives? J'ai mis trottinette électrique, speedway, les vélos qui vont super vite à plus de 45 km/h, qui commencent à se développer fortement dans nos villes, quand on parlait de sédentarité tout à l'heure, sur ces types de mobilités qui ne sont finalement pas vraiment actives. Alors, je peux répondre sur la première question. Oui, on commence à avoir des éléments sur les bénéfices santé du VAE par rapport au vélo, et ça, on l'a pris en compte dans l'étude. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'études qui essaient de chiffrer, entre guillemets, le ratio d'effort quand on est sur un VAE par rapport à un vélo. Donc, et donc ça, dans l'étude, on a pris un chiffre qu'on a trouvé on commence à avoir plusieurs études sur le sujet. Il n'y a pas encore de méta-analyse vraiment parce que le sujet est assez récent. Donc d'une étude à l'autre, on a des chiffres qui varient, mais on est sur un vélo électrique, on fournit entre 75% et 90% de l'effort qu'on fournirait sur un vélo normal. Ça, c'est ce qu'on trouve dans la littérature. C'est très variable parce que si vous avez un vélo électrique, vous savez que ça dépend beaucoup du niveau d'assistance que vous allez mettre. Mais voilà. Et ça, ce qui est intéressant également, donc ça, on prend en compte, on a pris en compte ce ratio et donc quelque part un moindre effort physique par le vélo électrique. Mais là aussi, c'est un des paramètres de l'étude qu'on peut faire varier assez facilement pour voir si demain il y a une mise à jour et qu'on sait que finalement ce n'est pas 75 et 50%, on pourra recalculer nos chiffres. On n'a pas l'impression que c'est le paramètre le plus influent dans nos résultats. Et sur les nouvelles formes de mobilité, active ou pas, je n'ai pas vraiment d'éléments là-dessus. Je ne sais pas si Audrey ou Philippe en ont. Non, je crois que ce n'est pas quelque chose qu'on connaît très bien pour le moment. Il y a peut-être eu quelques études que je n'ai pas vues, mais en tout cas, c'est trop émergent pour pouvoir calculer à l'instant, je pense. Je pense que l'intérêt des choses comme les trottinettes, les scooters, c'est que c'est vrai que si les gens viennent des voitures, ça prendra donc moins de place que les voitures et moins de pollution. Mais au niveau de l'activité physique,
probablement pas très bénéfique. Merci beaucoup. Alors, la prochaine question, c'est une question écrite par une personne qui ne peut pas prendre la parole. Donc, c'est Bruno Fontaine qui demande: dispose-t-on d'une relation dose-réponse spécifique au vélo électrique versus vélo normal? Du coup, c'est à peu près la même réponse, hein. C'est-à-dire que cette dose-réponse, c'est justement la pondération, comme je le disais, si on considère que on fait 75% de l'effort sur un vélo électrique qu'on fournirait sur un vélo normal, on pondère juste par ce facteur-là cette relation dose-réponse. Merci. Alors, la prochaine à parler, c'est Claire-Marine Javary. Est-ce que vous pouvez activer votre micro pour poser votre question? Oui. On vous écoute. On ne vous entend pas. Mais le micro est allumé pourtant. Oui, le micro est allumé. Tu peux peut-être lire la question, Echo, si tu l'as. Alors, je peux peut-être la lire, mais elle est perdue parmi de bien nombreuses questions. Ou alors Claire-Marine peut peut-être la retaper dans le chat. Ouais. A-t-on des études données sur le lien entre mobilité active et santé mentale? Alors, deux éléments. Dans les maladies évitées par la mobilité active, il y en a deux pour lesquelles on a ces deux relations de dose-réponse, donc un lien mis en évidence dans les études, c'est la démence et la dépression. Donc, voilà deux types de maladies mentales qui sont pour lesquelles on a un effet protecteur des mobilités actives. Audrey, tu avais d'autres éléments? Oui, non, il y a plusieurs analyses qui montrent que les bénéfices pour plusieurs sortes de façons de regarder les maladies mentales. Mais je pense qu'en termes d'une dose-réponse et de fonction dose-réponse et d'études qui sont robustes qu'on peut utiliser, effectivement, ça, c'est les deux outcomes. Mais il y a d'autres études, il y a plusieurs études qui ont regardé le self-perceived mental health, par exemple, qui montrent que plus les gens font du vélo, plus ils ont une propre perception d'eux-mêmes, qu'ils ont une meilleure santé mentale, par exemple, et moins de stress aussi. Donc, le stress, ça, c'est des résultats émergents, hyper intéressants. Ouais. Alors, merci beaucoup. La prochaine personne, donc, c'est Dominique Rioux. Je ne sais pas si vous avez réussi à réactiver votre micro. Si vous m'entendez. Parfait. Eh bien, je souhaiterais rajouter un enjeu. Je suis un ingénieur urbaniste à l'Institut Paris Région. Je m'occupe de mobilité urbaine. Et voilà, dans la promotion des modes actifs, un des enjeux qui n'a pas été cité encore ce matin et qui pourrait être retenu dans un calcul de bénéfices, c'est les enjeux d'accessibilité et de mobilité qui vont croître, à mon sens, dans l'avenir, parce que, comme Audrey vient de le dire, on ne résoudra pas nos problèmes de mobilité, de congestion, par uniquement la technologie et par le changement de motorisation. Au contraire, notre ville de demain sera une ville qui va forcément quelque part se densifier, se compacter pour des raisons d'économie, de consommation des sols notamment. Et dans cette ville compactée, il sera de plus en plus nécessaire d'utiliser des modes de transport qui prennent le moins de place possible. Et en ce sens, les modes actifs cochent aussi cette case de pertinence. Donc, il y a un enjeu, il y a un enjeu mobilité. Il y a peut-être aussi, donc, pour encore aller plus loin dans le raisonnement des bénéfices et des externalités positives, à faire un calcul là-dessus. Voilà. C'est donc une question. Est-ce que c'est quelque chose que vous ajoutez à votre démarche? Merci, oui, c'est une très très bonne idée. C'est quelque chose sur lequel je travaille un petit peu avec James Woodcock à l'Université de Cambridge, où il développe de plus en plus des façons
caractériser ce concept d'accessibilité. Donc, je suis absolument d'accord et c'est quelque chose dans lequel on devrait pousser bien plus notre recherche pour intégrer ça comme un des bénéfices. Je suis bien d'accord, c'est un peu complexe. Mais... Et dans ce sens, il y a peut-être ce qui est terrible, c'est pour ça qu'il y a des freins, en fait, aujourd'hui au développement des modes actifs, parce que quelque part, il n'y a pas de transition douce. La transition en faveur des modes actifs se fera forcément au détriment de la mobilité individuelle motorisée. On ne peut pas avoir les deux en même temps parce que la place est limitée en ville et que s'il faut trouver de la place pour les modes actifs, comme il faut en recommandation trouver pour les TC, ce sera au détriment de la voiture individuelle très clairement et très puissamment. Donc, on est là-dessus dans un état où l'espérance en la voiture individuelle a atteint ses limites pour plein de raisons, et notamment en matière de transport. Il faut dégrader ce système-là qui a été voulu, qui a été souhaité, construit. Il faut forcément le dégrader pour changer de système. Je suis bien d'accord et je pense que c'est vraiment l'un des grands dangers des voitures électriques, c'est qu'on investit dans un système qui nous enfermera dans ce système. Et ça sera très difficile de s'extriquer, tout comme on l'a fait avec les véhicules diesel. Si on investit pour qu'il y ait un réseau de parcs et de chargement électrique, après sortir de là pour avoir un tout nouveau urbanisme va être très compliqué. Je pense que c'est pour ça que c'est très important. C'est très important. Haut et fort le danger des véhicules électriques. Parce que là, autant par le passé, on a pu trouver la solution dans l'extension des villes, le développement urbain, périphérique, ce qui devient impossible en fait. Ce n'est plus une perspective à saisir. Donc là, il y a un point de blocage. Voilà. Merci. Alors, est-ce que l'on passe à la prochaine question? Si oui, c'est Antoine de Ravignon. Oui, bonjour. J'avais juste une question de méthode, un problème de compréhension. Quand on dit que 1h40 de vélo hebdomadaire réduit le risque de mortalité de 10%, quel est le point de départ? C'est par rapport à une population, un individu moyen qui ne ferait pas du tout de vélo? Alors, c'est une très bonne question. C'est une relation qui... On peut aussi se dire que si une population fait déjà beaucoup de vélo et qu'on lui rajoute se rajoute 1h40 de vélo, le gain le gain est décroissant. Tout à fait, ouais, non, c'est ça. C'est tout à fait ça. Et donc, c'est une relation qui part, en gros, qui commence à être linéaire. Donc, pour une personne qui ne fait pas du tout de vélo, 1h40 va bien réduire son risque de mortalité. Ça marche encore. En gros, si une personne fait déjà 2 heures de vélo, elle va rajouter une 3e heure, elle va avoir ce gain en mortalité. Mais ensuite, ça sature. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, effectivement, vous ne pouvez pas tout simplement continuer à gagner en mortalité, sinon vous ressusciteriez les morts, de toute façon, dans ces calculs. Donc voilà, non, c'est effectivement ça. C'est donc une relation dose-réponse qui sature et au bout d'un moment, on considère qu'il n'y a plus de bénéfice quand on a atteint cette saturation. Donc ce calcul vaut peut-être pour la France, mais pas pour les Pays-Bas, par exemple. Enfin, C'est ça. Oui, c'est ça. En tout cas, il faudrait, pour le faire rigoureusement, et c'est ce qu'on essaie de faire là actuellement sur la base de la dernière enquête de mobilité de l'INSEE, il faut avoir vraiment des données individuelles pour savoir combien chaque personne passe de temps sur un vélo et pour voir s'il y a un gain à lui rajouter à cette personne-là du vélo. Et là, on peut faire la différence. C'est un peu plus différent, c'est un peu plus difficile à faire sur des moyennes dans la population. Mais en tout cas, voilà, effectivement, ce bénéfice, il n'est pas infini. Au bout d'un moment, on a atteint le maximum de ce qu'on pouvait avoir. Merci. Il reste encore 2 questions de personnes qui veulent poser des questions. Donc là, je laisse la parole à Marie Wiedemann. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez du coup? Oui. Ok, super. Bonjour, alors je suis étudiante en master TVS à l'université Paris-Nanterre, territoire ville santé, en géographie. Et j'ai une question à poser, peut-être que vous l'avez dit, mais j'ai dû oublier. Est-ce que dans votre étude, du coup, vous avez pris en compte les risques de l'utilisation du vélo aussi dans vos bénéfices sur la santé, ou est-ce que c'est si peu significatif que vous ne l'avez pas pris en compte? C'est peut-être une question hors sujet.
Non, c'est une très bonne question et on nous la pose tout le temps. Et donc, en fait, la réponse qu'on fait, c'est que on se base, encore une fois, sur une relation dose-réponse sur la mortalité toute cause. Et donc, 1h40 de vélo réduit cette mortalité de 10%. Ça veut dire que s'il y avait un surrisque lié aux accidents de la route et qu'il dépassait les bénéfices, alors on ne verrait pas une réduction de la mortalité, on verrait une augmentation de la mortalité. Donc, en fait, dans notre étude, indirectement, on le prend en compte. De manière générale, dans la plupart des études, dans toutes les études, hein, le rapport bénéfice-risque de l'activité physique marche-vélo, il est toujours très largement favorable. C'est-à-dire qu'il y a toujours beaucoup plus de bénéfices à faire du vélo que des risques en termes à la fois d'accidents, mais également d'exposition à la pollution atmosphérique. On inhale plus profondément et donc on est plus exposé à la pollution atmosphérique. Mais ces risques, ils sont bien moindres que les bénéfices. Et j'ajoute une dernière chose, c'est que le risque, notamment le risque d'accident, il dépend aussi énormément des infrastructures. Et donc, dans un futur où on aura développé les infrastructures pour les transports actifs et qu'on a des pistes cyclables séparées de la route, et bien, quelque part, on aura bien moins d'accidents liés au vélo. Et c'est ce qu'on voit aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, le nombre d'accidents et d'accidents mortels par kilomètre de vélo parcouru est bien moindre que ce qu'on a en France. Donc, voilà, on ne le prend pas en compte explicitement, on le prend en compte indirectement, mais une autre façon de faire la réponse, c'est aussi qu'il faut se projeter dans un avenir où ces risques accidentels d'accidents liés au vélo, ils devront être réduits du fait des infrastructures et de la protection pour les vélos. Okay, super, merci. Pour compléter un tout petit peu, en matière d'accident, on a ce qu'on appelle la sécurité par le nombre, qui fait que si les automobilistes sont peu habitués à partager l'espace avec des cyclistes, il y a davantage d'accidents par cycliste que dans une société où ils sont habitués à faire attention, ils s'attendent à avoir des cyclistes. Merci. Et donc, apparemment, il n'y a pas d'autres questions, à part donc celle d'Anne de Beaumont que nous écoutons. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, je suis membre de Rue de l'Avenir et il y a une étude que nous avons faite l'année dernière qui a été faite à la demande du ministère de l'Écologie sur l'impact de la sédentarité sur la santé et sur les bénéfices sanitaires des modes actifs. Et pour répondre à la question de tout à l'heure sur la santé mentale, je voudrais rajouter qu'entre autres, ce qui apparaît aussi, c'est que des études médicales prouvent qu'il y a aussi une réduction des enfants, enfin des enfants qui sont hyperactifs, qu'il y a une meilleure concentration, entre autres, chez les enfants à l'école et qu'il y a un meilleur fonctionnement du cérébro au niveau intellectuel. Enfin, je n'ai pas tous les détails là, mais si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez taper sur le site internet études de Rue de l'Avenir. En tout cas, les effets mentaux sont extrêmement importants. Il y a même un médecin qui m'a expliqué que le cerveau d'aujourd'hui serait en moins bonne qualité du fait de la sédentarité. Merci. Vous pouvez envoyer dans la discussion le lien et je le partagerai pour tout le monde. Oui, d'accord. Dominique Rioux, vous voulez dire un mot sur l'accidentalité vélo? Allez-y, si votre micro est ouvert. Ah voilà, j'ai pu activer mon micro. Oui, juste que effectivement, le vélo est entaché d'une image de risque d'accident liée à deux choses. D'une part, en ville, il y a confusion entre il y a un mélange entre l'accidentalité de roues motorisées et l'accidentalité vélo, et ce n'est absolument pas la même chose. Et la base de cette différence, c'est la vitesse pratiquée. Une chute à ne serait-ce 30 km/h est déjà potentiellement mortelle, ce qui n'est pas le cas quand on chute à des vitesses moindres et que l'on pratique à vélo. Donc, ne pas essayer de faire cette différence. L'accidentalité de deux roues en ville est essentiellement le fait des deux roues motorisées. D'autre part, dans les comptes d'accidents vélo, on a aussi un mélange avec l'activité sportive qui là aussi est bien plus risquée parce que les vitesses sont supérieures, parce que la pratique est plus risquée et il y a aussi confusion là avec des chiffres donc d'accidents de sécurité routière qui englobe la pratique sportive du vélo, notamment du vélo de route. Pour des petits calculs que j'avais fait à une époque avec les moyens du bord, parce que c'est toujours un peu délicat, il faudrait creuser vraiment les comptes rendus, les PV d'accidents, c'est pas toujours évident, mais il n'y aurait pas de suraccidentalité vélo par rapport à la marche, par rapport
à l'usage même de la voiture en ville, des transports. Voilà. On est dans la norme, sauf qu'effectivement, bien sûr, quelquefois, il y a des accidents mortels, mais ça, c'est pour tous les modes de transport. J'ai une dernière question, enfin, dernière jusqu'à la prochaine peut-être, de Marie-Alice Poujol. On t'écoute. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour tout ça. J'ai 3 trucs à dire. D'abord, j'espère que vous avez repéré la journée de travail sur le GREC. C'est le groupe régional, le GIEC régional Île-de-France. Et il y a une réunion de travail le 17 octobre. Il y a 4 tables rondes. Et je suis sûre qu'il y a une place pour tout ce que vous avez présenté là. Donc, j'espère que vous viendrez. C'est grand ouvert. Voilà, j'avais une question très naïve. Enfin, 2 questions très naïves. Si je fais 2 heures de vélo par semaine et 2 heures de marche par semaine, je gagne 20%. Ça, c'est la première. Et la deuxième, on s'était moqué de moi quand j'avais posé cette question à un séminaire sur le vélo, c'est l'apprentissage du vélo. Est-ce qu'on est sûr que tout le monde sait faire du vélo? Voilà. Alors, sur la première, effectivement, encore une fois, cette relation qui sature, elle sature quelle que soit l'activité physique. Hein, donc, il faut le prendre en compte en cumulant les activités physiques. Donc, ma réponse serait plutôt non. Hein. Une fois que vous avez déjà fait 3 heures de vélo par semaine, refaire 3 heures de marche, ça va pas réduire en plus le risque de décès. Et sur la deuxième, c'est quelque chose, moi, à titre personnel, je vois se développer des cours de vélo également pour les adultes, des cours pour apprendre à trouver son espace dans la rue ou autre. Quelque chose qui peut sembler anecdotique, mais moi qui m'a semblé intéressant et pertinent. Quand vous essayez en Île-de-France de louer un vélo électrique Véligo, on vous propose par défaut une formation de 3 heures par une asso vélo, une formation à la route et à ce genre de choses. Donc, on a de plus en plus, en tout cas, ça se développe et c'était quelque part un peu un tabou. On devait considérer jusque-là que tout le monde et tous les adultes devaient savoir faire du vélo. Ce genre de formation ou de cours pour les vélos se développe et peut-être pas assez vite, hein, mais en tout cas, c'est quelque chose de très bien. Et c'est aussi mettre le doigt sur quelque chose d'important parce qu'effectivement, il y a des gens qui ne sont pas, on n'est pas tous à l'aise sur un vélo, notamment dans un espace urbain, et c'est quelque chose qui s'apprend. Alors, il y a bien sûr l'école qui devrait avoir une place plus importante. Donc, dans certaines écoles, vous avez au niveau du CM2 en particulier, l'apprentissage du vélo, une sortie en fin d'année avec certains instituts et parents d'élèves. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas systématisé. Il faut qu'il y ait des bonnes volontés, en particulier du côté des instituts pour que ça se passe. Et après, vous avez aussi des adultes qui n'ont jamais appris à faire du vélo. Et là, ce sont souvent des associations qui font le travail. En particulier vis-à-vis de femmes immigrées qui n'ont pas appris à faire du vélo enfant. Et apprendre à faire du vélo quand on est adulte, c'est pas si facile. Donc ça, pour l'instant, ce sont des associations soutenues par les pouvoirs publics, mais c'est quelque chose à développer aussi. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres commentaires, on va clôturer ici si les intervenants ne veulent pas intervenir non plus. Très bien. Donc, je vous rappelle que dès que possible, on met la vidéo en ligne avec voilà, les présentations et n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions et on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà. Donc, merci aux intervenants, merci à tous les participants, voilà, et je pense qu'on peut clôturer ici. Merci Estelle, merci beaucoup pour toutes les questions et les commentaires et les informations. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.